Section 1. Accroche. 2 paragraphes. Votre chiot pleure dans son panier la première nuit. Vous vous levez, vous le prenez dans vos bras, vous le câlinez. Et là, vous commettez l'erreur la plus coûteuse de votre vie de propriétaire de chiot. Non, je n'exagère pas. Cette erreur, répétée 3 nuits de suite, va transformer une simple transition émotionnelle en un trouble du comportement qui durera des années. Vous pensez que pleurer, détresse absolue, que votre chiot souffre, qu'il est seul, perdu, abandonné. Mais les recherches en cognition canine, notamment celle de John Bowlby sur l'attachement, révèlent une mécanique bien plus subtile. Votre chiot ne pleure pas parce qu'il est en danger. Il pleure parce qu'il teste une hypothèse sur le fonctionnement du monde. Et votre réponse à ce test décide de tout. Section 2. Promesse, 2 paragraphes. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi votre chiot pleure exactement comme il le fait et ce que signifie chaque type de gémissement. Vous allez apprendre à décoder son langage émotionnel comme un éthologue et à répondre de manière à construire une sécurité durable, pas une dépendance. Vous repartirez avec 3 techniques concrètes, éprouvées par la science du comportement, pour transformer les nuits chaotiques en sommeil paisible. Et vous saurez surtout pourquoi la méthode pleurer jusqu'à s'épuiser est aussi dangereuse que la méthode répondre à chaque pleur. Prêt à sortir de ce piège ? Section 3. Faux paradigme, 3 paragraphes. La croyance populaire dit « Un chiot qui pleure la nuit est un chiot qui a peur de la solitude ». C'est faux. Les travaux de John Bowlby sur l'attachement chez les mammifères montrent que le pleur du chiot est avant tout un signal de recherche de proximité, pas un signal de détresse vitale. Votre chiot a faim, il gémit. Il a soif, il pleure, il s'ennuie, il vocalise. Mais le vrai moteur, c'est le besoin de vérifier que vous êtes toujours là, que le lien fonctionne. En répondant immédiatement, vous lui enseignez que son signal est efficace. Mais vous ratez l'occasion de lui apprendre à s'auto-apaiser. Stanley Coren, dans son livre L'intelligence des chiens, explique que le chiot entre dans une phase sensible d'attachement vers 7-8 semaines. Si vous comblez chaque besoin avant qu'il n'apprenne à le gérer, vous créez une dépendance émotionnelle. Le vrai problème n'est pas la solitude, c'est l'incapacité de votre chiot à réguler son propre stress. Et cette incapacité, vous la renforcez involontairement chaque nuit où vous courez le consoler. Bowlby le dit clairement, la sécurité affective se construit par la disponibilité prévisible, pas par la réponse immédiate à chaque signal. Section 4. Révélation, 3-4 paragraphes. Le mécanisme caché derrière les pleurs de votre chiot s'appelle le système d'attachement. Bowlby a montré que chez tous les mammifères, le jeune émet des signaux de détresse, pleurs, gémissements, pour maintenir la proximité avec la figure d'attachement. Ce système est vital à l'état sauvage. Un bébé seul peut mourir. Mais dans votre salon, le système est en surrégime inutile. Votre chiot interprète vos comportements comme des réponses à son système d'attachement. Si vous répondez toujours immédiatement, il apprend que le monde est dangereux sans vous. Si vous ne répondez jamais, il apprend qu'il ne peut compter sur personne. L'équilibre est subtil. Il faut répondre suffisamment pour qu'il se sente en sécurité, mais pas trop pour qu'il développe sa propre capacité à se calmer. Patricia McConnell, dans The Other End of the Leash, décrit comment le moment de la réponse modifie le comportement du chiot. Une réponse dans les 3 secondes a renforcement immédiat du signal. Une réponse après 10 secondes de silence et renforcement du calme. C'est la différence entre un chiot qui pleure 30 minutes et un chiot qui s'endort en 5 minutes. Ainsi, la vraie clé n'est pas de faire taire les pleurs, mais d'apprendre à votre chiot à s'apaiser lui-même. Et cela commence par comprendre que tous les pleurs ne se valent pas. Il y a les pleurs de besoins physiologiques, faim, soif, besoin d'uriner, et les pleurs d'attention sociale. Votre travail est de distinguer les deux. Section 5, exemple concret, 6-8 paragraphes. Prenons Léa, 34 ans, infirmière à Lyon, qui a adopté un labrador de 8 semaines nommé Django. Dès la première nuit, Django pleure. Léa se lève, le prend, le câline, le remet dans le panier. Il se calme 5 minutes, puis recommence. Elle se relève, cette danse dure 3 nuits. Au bout d'une semaine, Django pleure dès qu'il voit Léa s'éloigner, même le jour. Il suit chaque mouvement. Léa est épuisée et angoissée. Je lui demande « Que fais-tu exactement quand il pleure ?» Elle dit « Je vais le voir, je le prends, je le rassure. » Puis « Et comment sais-tu qu'il a vraiment besoin de toi ?» Elle hésite « Ben il pleure, c'est là le piège, le pleur est un signal, pas une preuve de besoin vital. » Nous filmons une nuit. À 23h, Django gémit. Léa se lève en 2 secondes. Je lui demande d'attendre 10 secondes. Le gémissement s'arrête 5 secondes, puis reprend. Elle va le voir. Je note. Le 2e gémissement était plus fort. Le lendemain, nous testons une autre approche. Léa identifie d'abord les signes avant-coureurs. Django tourne en rond, gratte le panier, puis gémit. Elle intervient au moment du grattage, pas du gémissement. Elle le pose dehors pour faire pipi. Il urine.
puis elle le remet au lit, sans caresse. Fin du premier pleur de besoin. À 3 heures du matin, nouveau gémissement. Cette fois, pas de grattage préalable. Léa attend 20 secondes. Le gémissement monte en intensité, puis redescend. Au bout de 30 secondes, silence. Elle attend encore 10 secondes, puis va le voir calmement, sans excitation. Elle le caresse 5 secondes, puis s'en va. Django reste silencieux. Le lendemain, elle applique la même routine. Au bout de 5 nuits, Django ne pleure plus que pour les besoins réels, une fois par nuit, et se rendort seul en 2 minutes. Ce qui a changé ? Léa a appris à différencier les signaux, à temporiser et à ne pas renforcer les pleurs d'attention. Elle a aussi compris que son anxiété à elle renforçait celle de Django. En se calmant, elle a permis à Django de se calmer. Section 6. Décodage pratique, 3 paragraphes. Comment savoir quel type de pleurs votre chiot émet ? Voici une grille simple. Le pleur de besoin physiologique est court, intense et s'arrête dès que le besoin est satisfait. Par exemple, un gémissement aigu de 2 secondes, suivi de grattage à la porte. Le pleur d'attention est modulé, variable et reprend après une pause si vous ne réagissez pas. Il dure souvent plus de 30 secondes avec des variations de ton. Observez aussi le langage corporel. Si votre chiot se lève, marche vers la porte ou gratte, c'est probablement un besoin. S'il reste couché, les oreilles en arrière et gémit, c'est plus un signal d'attention ou d'inconfort émotionnel. La clé est d'attendre 10 à 30 secondes avant de répondre, pour laisser au chiot une chance de s'auto-apaiser. Enfin, notez l'heure. Les pleurs des premières heures de la nuit sont souvent liés à la séparation. Le chiot vient de quitter sa mère. Ceux en milieu de nuit sont plus physiologiques. En fin de nuit, avant le lever, ils sont souvent d'anticipation. Utilisez ces indices pour ajuster votre réponse. Section 7. Conséquences. 3 paragraphes. Si vous répondez systématiquement à tous les pleurs, votre chiot apprend que pleurer, c'est que solution. Vous créez un conditionnement qui peut durer des années. Des études en condition canine montrent que les chiens dont les propriétaires répondent à tous les signaux développent plus d'anxiété de séparation à l'âge adulte. Ils n'ont jamais appris à gérer la solitude. A l'inverse, si vous ignorez complètement les pleurs, le chiot peut entrer en détresse chronique. Bowlby l'appelle désespoir. Le chiot cesse de pleurer, mais développe des comportements de retrait, de léchage compulsif ou de destruction. Ce n'est pas une victoire, c'est une capitulation. La troisième voie, celle que vous allez apprendre, est de répondre avec discernement. Identifier les vrais besoins, temporiser pour les faux, et toujours finir sur un moment de calme. C'est ainsi que vous construisez un attachement sécure, pas anxieux. Section 8. Technique 1. Le décalage progressif, 4 paragraphes. Première technique, le décalage progressif. Le principe est simple, chaque nuit, vous augmentez de quelques secondes le délai entre le début des pleurs et votre réponse. Commencez à 10 secondes la première nuit, puis 15, puis 20, jusqu'à 60 secondes au bout d'une semaine. Ce délai permet au chiot d'apprendre que le calme est récompensé, pas les pleurs. Exemple. La première nuit, votre chiot pleure. Vous comptez 10 secondes dans votre tête. Si le pleur s'arrête avant, vous attendez encore 5 secondes, puis vous allez le voir. Si le pleur continue, vous y allez à 10 secondes exactement. Le lendemain, vous passez à 15 secondes. Utilisez un minuteur si besoin. Variante, pour les chiots très anxieux, commencez à 5 secondes et augmentez de 2 secondes par nuit. L'important est la progressivité. N'oubliez pas de renforcer le calme. Si vous arrivez alors qu'il est silencieux depuis 3 secondes, caressez-le doucement. C'est le silence que vous récompensez. Cette technique est basée sur le principe d'extinction progressive de la réponse conditionnée. Vous ne supprimez pas la réponse, vous l'espacez. Le chiot apprend que son signal n'est pas immédiatement efficace, mais qu'il l'est après un délai. Cela réduit l'urgence émotionnelle. Section 9, technique 2, l'objet transitionnel, 4 paragraphes. Deuxième technique, l'objet transitionnel. Bowlby a montré que les jeunes mammifères utilisent des objets familiers comme substitut de la figure d'attachement. Pour votre chiot, un tissu imprégné de votre odeur, un vieux t-shirt que vous avez porté, peut faire des miracles. Placez-le dans le panier dès le premier jour. Comment faire ? Prenez un t-shirt en coton que vous avez porté une journée. Ne le lavez pas. Placez-le dans le panier de votre chiot. Si votre chiot le mordit ou le lèche, c'est bon signe, il l'adopte. Vous pouvez aussi utiliser une bouillotte tiède enveloppée dans le tissu pour imiter la chaleur de la mer. Exemple, avec Django, nous avons utilisé un t-shirt de Léa. La première nuit, il l'a reniflé longtemps, puis s'est couché dessus. Ses pleurs ont diminué de 40% dès la première nuit. Au bout de 3 nuits, il allait directement se coucher sur le t-shirt. Astuce supplémentaire. Prenez 2 t-shirts identiques, alternez-les pour qu'ils gardent l'odeur. Lavez-en un tous les 2 jours pour qu'il reste imprégné de votre odeur. L'objet transitionnel fonctionne mieux si vous l'associez à des moments calmes. Donnez-le lui avant de le coucher, pas en jeu. Section 10, technique 3, la routine de coucher, 4 paragraphes. Troisième technique, une routine de coucher standardisée.
Les chiens sont des créatures d'habitude. Une routine prévisible réduit le stress et prépare à l'endormissement. Créez un rituel de 15 minutes. 5 minutes de jeu calme, 5 minutes de câlin, puis 5 minutes de mise au panier avec l'objet transitionnel. Exemple précis. À 21h, jeu de mâchonnement doux. À 21h05, câlin sur le canapé. À 21h10, vous menez votre chiot à son panier, vous l'installez avec le t-shirt. Vous dites « Bonne nuit » d'une voix douce mais ferme, puis vous éteignez la lumière. Pas de retour en arrière. Si votre chiot se lève, vous le remettez en silence sans le regarder. Les premières nuits, il peut se lever. Soyez constant. À chaque fois, vous le remettez sans parler, sans caresse. La répétition établit le conditionnement. En moyenne, au bout de 5 nuits, le chiot reste couché. Pour les chiots très actifs, vous pouvez ajouter une promenade de 10 minutes avant la routine pour fatiguer sans exciter. Important, la routine doit se terminer par un état calme. Si votre chiot est encore excité après le jeu, rallongez les câlins. Le but est qu'il s'endorme dans le panier, pas ailleurs. Ne le laissez pas s'endormir sur vos genoux puis le déplacer. Il doit associer le panier au sommeil. Section 11, anticipation des objections, 3 paragraphes. Vous vous dites peut-être « Mais mon chiot pleure vraiment fort, je ne peux pas l'ignorer ». Je réponds « Vous n'ignorez pas, vous temporisez ». 10 secondes ne sont pas de l'ignorance. C'est une pause qui permet au chiot d'essayer de se calmer. S'il a vraiment un besoin, pipi, soif, il continuera. S'il s'arrête, vous avez gagné. Autre objection, et si mon chiot est malade, si votre chiot présente d'autres signes, vomissements, diarrhée, abattement, consultez un vétérinaire. Mais un chiot en bonne santé qui pleure pour sortir le soir n'a pas de problème médical. La plupart des pleurs sont comportementaux. Enfin, ça ne marchera pas avec mon chiot, il est trop anxieux. La science montre que même les chiots très anxieux répondent à ces techniques à condition d'être constants. Si l'anxiété est sévère, consultez un comportementaliste, mais commencez par ses bases. La plupart des cas se résolvent en 2 semaines. Section 12, boucle finale, plus CTA, 2 paragraphes. Vous avez maintenant les clés pour comprendre pourquoi votre chiot pleure dans son panier la première semaine, et surtout, comment y répondre, sans tomber dans les pièges classiques. Le décalage progressif, l'objet transitionnel et la routine de coucher sont vos 3 alliés pour des nuits sereines. Rappelez-vous, votre calme est contagieux. Plus vous serez détendu, plus votre chiot le sera. Et vous, quelle est votre plus grande difficulté avec les nuits de votre chiot? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous décortiquerons d'autres mythes sur l'éducation canine. Activez la cloche pour recevoir une notification à chaque publication. Et surtout, n'oubliez pas, comprendre votre chiot, c'est l'aimer vraiment.